sans plus attendre, je vais vous parler du décodage. Avant que je ne vous en parle, peut-être est-ce que vous avez envie de me communiquer tout de suite, une attente particulière quant à cette conférence? Si vous avez déjà entendu parler de cette méthode et vous aimeriez, savoir quelque chose en particulier ou bien, si, vous êtes attiré par le fait d'être thérapeute ou voilà, vous pouvez, me communiquer ça directement à voix haute, en prenant la parole si vous le souhaitez maintenant, ou bien, dans le chat et ça peut me permettre de, d'orienter ma conférence sur vos questions déjà. Sinon, il y aura un temps pour les questions après, que je vous ai exposé qu'est-ce que le décodage biologique. Alors, Élodie me dit qu'elle ne m'entend pas. Est-ce que les autres m'entendent bien? Oui, Très bien. Donc Élodie, je suis navrée. Hem C'est un problème, qui vient de chez vous. Je le dis quand même, dans le chat. OK. Alors, le mieux, c'est de vous mettre quelques images. Je vais vous partager un petit PowerPoint, puisque les images sont toujours plus parlantes que de grands discours. Alors, qu'est-ce que c'est que le décodage biologique pratique des maladies ou biodécodage, tel que l'a inventé Christian Flech? Eh bien, c'est tout simplement une autre manière d'aborder la maladie. Donc, il en existe beaucoup aujourd'hui des manières d'aborder la maladie. On l'aborde de la manière la plus classique, c'est l'allopathie qui consiste à prendre le symptôme et puis à lui trouver un médicament pour le soulager. C'est la médecine classique avec laquelle on est ravi de collaborer en tant que décodeur. Il existe, la médecine, chinoise, par exemple, qui, en analysant l'énergie qui circule dans les méridiens, en plantant des aiguilles sur des points d'acupuncture, eh bien, va favoriser, ceci ou cela. On dit de la médecine chinoise que c'est une médecine de prévention, par exemple. Hem, il existe, des manières d'aborder la maladie qu'on va appeler, somatiques. C'est-à-dire que, on va commencer à s'intéresser au fait que peut-être, la maladie serait un message pour le psychisme, la conscience de la personne. J'entends très souvent: «Ah, j'ai des douleurs somatiques, je n'ai pas vraiment de symptômes, mais le médecin m'a dit que c'était dans ma tête, donc je viens vous consulter». Hem Le décodage biologique, eh bien, ça va au-delà de ça. C'est beaucoup plus précis que le somatique. C'est, ça s'appuie sur l'hypothèse que la maladie serait une intention positive d'adaptation temporaire, hein, à quelque chose qui a été difficile, donc pour mieux survivre et encore mieux pour vivre, carrément. Donc, en quoi est-ce que la maladie pourrait être une intention positive? En quoi est-ce qu'on pourrait décider d'être malade pour aller mieux? C'est assez étrange comme concept. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez que, vous mangiez une huître à avariée lors, d'une soirée au bord de la mer avec vos amis. Tout se passe bien, l'ambiance est festive et puis, malheureusement, voilà, dans la douzaine d'huîtres, eh bien, il y en a une qui n'est pas fraîche. Aucune émotion, ne vient perturber votre merveilleuse soirée. Le soleil couchant est formidable, le vin est délicieux, vos amis sont absolument charmants, l'ambiance est à la fête et vous avalez cette huître avariée, pas fraîche. Donc, psychologiquement, psychiquement, émotionnellement, il se passe rien, d'autre que du positif. Et pourtant, dans votre estomac arrive quelque chose qui, est analysé par votre estomac immédiatement, par les cellules de votre estomac, comme étant quelque chose d'indigeste.
Donc impossible à accepter. C'est impossible d'accepter cette substance. Hem, je ne sais pas exactement quelle chimie, existe dans l'huître avariée, mais l'estomac, elle, la reconnaît, la muqueuse de l'estomac reconnaît cette chimie comme n'étant pas appropriée. Alors la muqueuse de l'estomac, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va immédiatement envoyer à votre, cerveau l'information que quelque chose vient d'arriver là, qui n'est pas digeste, qu'il n'est pas recommandé pour l'estomac de digérer, c'est-à-dire de découper en nutriments et d'envoyer plus loin dans le tube digestif. Le cerveau qui reçoit cette information va immédiatement prendre une mesure d'adaptation et puis va envoyer à l'estomac l'information, la demande, l'ordre de vomir, tout simplement, de renvoyer à l'extérieur la substance indigeste. C'est ce qui va se passer. Au bout de quelques minutes, quelques heures peut-être, vous allez vous sentir patraque, malade, vous allez avoir des sueurs, vous allez, peut-être, sentir que vous avez la tête qui tourne, la nausée qui arrive, vous vous précipitez aux toilettes du restaurant et vous vomissez. Une fois que vous avez vomi, 1 fois, 2 fois, 3 fois peut-être, eh bien, le soulagement arrive. Pourquoi le soulagement arrive à ce moment-là? Parce que vomir est une bonne solution. Vomir était la solution idéale pour pouvoir vous débarrasser de cette substance. Donc ici, on va parler non pas d'une maladie, mais d'une intoxication alimentaire, par exemple. La plupart du temps, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On a l'effet de la maladie, mais on a oublié quelle était la cause. Dans l'histoire de l'huître avariée, vous avez bien compris qu'il y a une cause physique qui vient perturber notre système intérieur, donc une cause extérieure est ingérée, est entrée dans notre système intérieur, vient le perturber dans son équilibre, donc le stresser intérieurement. Ça entraîne un effet, une réaction d'adaptation pour pouvoir retrouver l'équilibre interne. Dans les maladies, quelles qu'elles soient, de la simple tendinite, au, cancer, eh bien, on s'appuie en décodage biologique sur l'hypothèse que c'est exactement la même chose. Un déséquilibre externe vient faire pression sur notre équilibre interne et vient, obliger notre intérieur à s'adapter, à réagir pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et donc, ça entraîne des effets comme ça, des réactions d'adaptation. Donc, quand on est malade, on se retrouve avec le nez qui coule, de la fièvre, des maux de tête, des kystes par-ci, par-là, des eczémas, des douleurs, des crampes. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui les a provoqués. On a oublié quelle en était la cause. C'est comme si on effaçait l'huître et on ne se souvenait que du vomissement. Ça va jusque-là? Oui. Génial. Alors, en tant que décodeur, notre job, ça va être de retourner à la cause. Qu'est-ce qui peut bien provoquer cette maladie? Je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous êtes, sur une croisière, un bateau de croisière et puis, vous n'êtes, voilà, pas très rassuré d'être, au-dessus de l'eau, mais enfin ça va. Vous êtes, pas plus rassuré ou pas moins que dans un avion ou dans une voiture. Vous avez conscience du danger tout en étant capable de vous détendre. Et puis, voilà que par, malheur, et je ne sais pour quelle raison, eh bien, vous tombez à l'eau. Vous tombez du paquebot, ce qui fait déjà une sacrée chute. Vous vous retrouvez, dans la flotte, en pleine mer, en voyant le paquebot qui s'éloigne. C'est la panique. Vous pouvez ressentir toutes sortes de choses désagréables, et horribles à l'intérieur. La peur, de vous noyer, la peur d'être laissé derrière, ou, de mourir de froid ou que sais-je. Heureusement, quelqu'un vous a vu tomber, le paquebot, freine sur plusieurs centaines de mètres avec l'inertie. On envoie une navette, vous chercher et puis, en attendant, on vous jette une bouée.
Alors vous saisissez de la bouée, vous vous accrochez à la bouée qui est votre garantie de survie, n'est-ce pas? Et puis on vous hisse sur le canot de sauvetage et vous vous accrochez à la bouée tellement vous avez, eu d'émotions difficiles, tellement vous avez eu peur, vous avez été saisi d'effroi, vous avez été choqué. Et on vous laisse la bouée bien entendu puisque c'est bien normal que vous ayez envie de garder la bouée sur le canot de sauvetage. On vous ramène, sur le pont du navire, vous voilà en sécurité, on vous dit: «Tu peux lâcher la bouée maintenant». «Non, non, non, je la garde, on ne sait jamais, il se pourrait bien que ça recommence. Il se pourrait bien que je retombe, ça me rassure de la garder». Très bien, madame, monsieur, vous pouvez garder votre bouée, c'est tout à fait normal. Et puis, la croisière continue. Les jours passent, les visites passent, tout est rentré dans l'ordre et vous gardez votre bouée. Parce que c'est rassurant, parce que c'est confortable, puisque c'est ce qui vous a permis de sortir du stress. Quand vous étiez dans l'eau, en train de paniquer, de vous débattre, d'essayer de nager, au moment où la bouée est arrivée, avant même la navette, avant même qu'on vous ramène à bord, c'était la solution. Alors vous vous accrochez à votre bouée. Au cas où vous pourriez retomber à l'eau, la solution est déjà là. Vous seriez déjà sauvé. Et puis voilà qu'au bout de plusieurs semaines de croisière, c'est une croisière, très importante, il y a comme ça la l'exploration de toute la côte est, ouest, du Canada ou de je ne sais pas où. Et puis, vous retournez sur la terre et sur la terre, vous gardez votre bouée. Vous avez même oublié que vous aviez votre bouée autour, de la taille et ça n'est plus un problème pour vous. Simplement, vous la gardez. Hem On a beau vous dire: «Tu es sur la terre ferme, tiens, tu as une bouée là autour de la taille». Vous dites: «Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai une bouée autour de la taille». Et puis, vous reprenez votre vie, votre travail et enfin vous commencez à vous dire: «Mais enfin, c'est gênant cette bouée autour de la taille. Pourquoi est-ce que je garde cette bouée? Je ne sais même plus pourquoi cette bouée est arrivée là. Oh, c'est fou, la bouée est greffée à mon corps, c'est mon corps qui est malade. Je suis malade d'une bouée. J'ai attrapé la maladie de la bouée». Et vous avez oublié, bien sûr c'est une petite histoire caricaturale, mais vous avez oublié que vous étiez tombé à l'eau. Vous aviez oublié pourquoi vous aviez mis cette solution en place et vous la gardez. Et tout ce qui vous reste, c'est la bouée. Alors je vous le disais, qu'est-ce que c'est que la maladie? Eh bien c'est la solution trouvée par notre biologie pour s'adapter à un déséquilibre entre une réalité extérieure et une réalité intérieure. Donc, la réalité extérieure, c'est un événement qui est vécu à un instant précis. Je tombe à l'eau, je mange une huître avariée, hem, je j'ai une grosse dispute, avec mon collègue de travail, je me sépare de mon mari ou de ma femme. Donc ça peut être, des événements très importants comme ça émotionnellement ou des petits événements. Je suis, au soleil et je brûle, heu, sous le soleil. Donc c'est un événement à un instant précis. Il y a une réalité extérieure. Cette réalité extérieure, elle va créer une réalité intérieure. Dans le cas de l'huître avariée, je vous le disais, il n'y a pas spécialement de ressenti, émotionnel négatif à l'intérieur. Vous viviez votre jolie fête et voilà que vous mangez une huître avariée. Le ressenti négatif, il est purement biologique. C'est votre estomac qui a un ressenti négatif, intérieur. Si vous allez au soleil, que vous vous exposez au soleil sans crème solaire, eh bien, l'événement extérieur, c'est les rayons, les UV qui viennent frapper votre peau, votre épiderme, votre derme et puis, vous-même, vous êtes tout à fait heureux, heureuse d'être au soleil, enfin, après tous ces jours de pluie, c'est formidable et ça réchauffe et c'est très agréable. Mais votre peau, elle, ressent une agression.
Parce que les UV sont violents, parce que ça brûle, bien que vous n'en ayez pas conscience. Donc au niveau de votre peau, il y a un ressenti négatif, plus ou moins intense, négatif dans le sens où ça m'agresse, quelque chose est mauvais pour moi. La conséquence, l'adaptation, eh bien, ça va être de développer dans un premier temps des cellules de mélanine comme ça, qui vont s'ouvrir comme un parapluie, un parasol plus exactement, pour venir protéger comme ça votre épiderme et votre derme du soleil, du rayonnement. Vous allez donc bronzer. Et si vous insistez, ça ne sera pas suffisant et malheureusement, vous allez brûler. Si vous allez en altitude, grimper, l'Annapurna, le, le Machu Picchu ou autre grand sommet comme ça qui culmine, dans des grandes hauteurs, eh bien vous allez manquer d'oxygène. Qu'est-ce qui va se passer si vous manquez d'oxygène et que vous y restez plusieurs jours, bien sûr? Eh bien votre corps va s'adapter. Donc il y a une réalité extérieure qui est que vous manquez d'oxygène qui va créer un stress intérieur. Vos cellules vont manquer d'oxygène. Vos cellules vont avoir un ressenti négatif d'étouffement, de manque d'oxygène. Alors votre corps va s'adapter, va trouver une solution et va produire en grande quantité des globules rouges, puisque ce sont les globules rouges qui permettent d'attraper au niveau pulmonaire l'oxygène que l'on respire pour le véhiculer vers les cellules. Donc, plus on fait de globules rouges et plus on va pouvoir attraper à chaque respiration plus d'oxygène pour oxygéner les cellules. C'est la solution parfaite. Donc une réalité extérieure crée une réalité intérieure. Et puis, vous me voyez venir. Il existe parfois des cas où la réalité extérieure crée une réalité intérieure émotionnelle. Par exemple, si vous vous disputez, sauvagement avec votre collègue de travail, c'est une réalité extérieure. Il y a une dispute, un désaccord, des mots qui sont prononcés, la voix qui monte le ton comme ça et ça va créer une réalité intérieure. La réalité intérieure, elle est émotionnelle. Émotionnellement, vous allez vous sentir en colère, ou bien agressé, ou bien sentir que ce n'est pas juste, ou bien que les paroles qui sont dites sont inacceptables, que vous ne pouvez pas digérer cette situation, que vous vous sentez dévalorisé, ou que sais-je. Les ressentis sont multiples. Le résultat est le même. Vous allez avoir un ressenti négatif intense qui va venir perturber votre équilibre interne. Donc le l'harmonie de votre équilibre, ce qui va créer une montée de stress comme ça dans votre corps. Puisque quand on ressent une émotion négative, il faut le savoir, une émotion difficile, eh bien ça dégage toutes sortes de substances chimiques et qui viennent impacter nos cellules, tout autant que, une huître avariée, ou que le soleil. Eh bien nos cellules vont être, impactées, on va baigner comme ça dans une information de stress interne. Le cerveau va être informé de cela. Je vous le disais tout à l'heure, l'estomac qui a mangé une huître avariée informe le cerveau. La peau qui brûle au soleil informe le cerveau. Les cellules qui manquent d'oxygène informent le cerveau qu'elles manquent d'oxygène. Et le cerveau, lui, va chercher la réponse d'adaptation. Si vous vivez une dispute et que vous ressentez que c'est pas juste, votre cerveau va chercher une réponse d'adaptation au stress de l'injustice. Si vous vivez cette dispute en la vivant comme quelque chose d'indigeste, inacceptable, c'est pas je ne peux pas avaler les paroles qui me sont dites, je ne peux pas les digérer, je ne peux pas accepter cela, eh bien, le cerveau va chercher une réponse d'adaptation à ce qui n'est pas digeste. Si vous sentez en vous disputant que, vous vous sentez nul, incapable, dévalorisé par l'autre, votre cerveau va chercher une réparation à la dévalorisation et il va demander au corps.
de s'adapter, puisque le cerveau n'a pas d'autre solution, n'a pas d'autres, outils à sa disposition que le corps, tout simplement. Le cerveau, bien sûr, il peut vous faire parler, il peut vous faire chercher à l'extérieur des solutions, mais pour résoudre ce stress à l'intérieur, il a besoin, de faire intervenir le corps. Je continue mon exemple, si vous allez au soleil, il y a cette réalité extérieure des UV, ça crée un ressenti au niveau de vos cellules de la peau, le ressenti d'être agressé par le soleil. Votre cerveau va en être informé et il va chercher une solution externe, pourquoi pas, tiens, il va vous envoyer chercher de la crème solaire et si cela continue, que la crème solaire n'est pas tout de suite, à disposition, la solution interne, c'est de déployer les cellules de mélanine, OK? Pour pouvoir bronzer et faire écran au soleil, en attendant la crème solaire, en attendant mieux. Donc c'est une réponse temporaire d'adaptation au soleil. Si vous vous disputez sauvagement avec votre collègue de travail et que vous sentez que ce qu'il vous dit est complètement indigeste, insupportable, inacceptable, dans le sens où vous avez l'impression que vous avez avalé une couleuvre, vraiment, votre cerveau va chercher la réponse d'adaptation à ce qui est indigeste, exactement comme si vous aviez mangé une huître avariée. Parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre un stress qui vient d'une substance matérielle, réelle, comme une huître, et un stress interne qui est provoqué par une émotion et par quelque chose qui n'est pas matériel, comme la dispute, qui est un concept finalement, un événement extérieur qui crée comme ça des émotions à l'intérieur de moi. Tout ce qui importe au cerveau, c'est que c'est vécu comme indigeste. Donc pour lui, l'information vient de l'estomac. Alors il va demander à l'estomac de vomir. Vous n'avez pas mangé d'huître avariée, vous vous êtes disputé sauvagement avec votre collègue. Et ce qui vous a été dit, vous a fait percevoir à l'intérieur que c'était insupportable, impossible à digérer. Votre cerveau va chercher la solution d'adaptation qui est de vous faire vomir. Donc la réalité extérieure va créer une réalité intérieure stressante. Le cerveau va être informé de ce stress, il va chercher la réponse d'adaptation dans le corps et il va trouver l'adaptation biologique, c'est-à-dire logique en termes de vivant, de corps, pour pouvoir rétablir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne, hein, et le corps va exécuter le programme d'adaptation temporaire. Donc, vous commencez à comprendre que lorsque l'on est décodeur biologique, on va partir d'un symptôme physique et on va mener une enquête. On va mener une enquête pour faire le chemin inverse en fait. C'est-à-dire, on a l'adaptation biologique qui est là, tout dans la colonne de droite. On va chercher qu'est-ce que le cerveau a voulu solutionner. Donc, quel est le stress interne qui a été ressenti face à quelle réalité extérieure, tout simplement. On essaye de détricoter l'histoire en sens inverse. Donc, le décodage biologique, il a ceci de magique que bien qu'il s'occupe des émotions de la personne, eh bien, il n'est pas psychologique. Ce n'est pas de la psychologie, c'est de la biologie. On va s'intéresser aux symptômes comme une réaction biologique. Donc, en fonction de l'endroit où se situe le symptôme, eh bien, on va chercher un ressenti spécifique, puisque on le sait, les organes n'ont pas tous la même fonction. Donc, le foie, par exemple, et il en a plus de 500 de fonctions, c'est énorme. On va en retenir, 2 grandes, en décodage biologique, par exemple. La grande fonction du stockage, le foie cherche à stocker, comme un grenier à grains. Il stocke des énergies, de l'énergie sous forme de glycogène, donc ça lui vient du sucre, hein, qui est absorbé, qui lui arrive par le sang et puis tout sucre en excès dans le sang va être stocké comme ça dans
le foie et redistribuer plus tard en cas de besoin de sucre dans le sang ou voilà, besoin d'apporter du sucre dans les muscles. Alors on va redistribuer du sucre à partir du grenier qui est notre foie. Le foie a une deuxième fonction qui est une fonction d'épuration des toxiques. Donc tout ce qui est toxique dans notre sang va passer par cette station d'épuration du foie qui va comme ça éliminer par la bile et puis le système digestif ensuite, eh bien tout ce qui serait susceptible de nous empoisonner. Donc il va gérer les poisons que l'on aurait ingérés dans notre corps. Donc si quelqu'un vient consulter un décodeur avec une pathologie du foie, par exemple des nodules. Des nodules, ce sont des petits kystes. Eh bien, on va regarder le symptôme. Le symptôme touche le foie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de cellules de foie. Le foie, à quoi sert-il? Il sert à deux grandes fonctions, stocker ou bien euh, filtrer les poisons. Donc, on observe que la biologie, elle est en train de faire plus de foie, comme s'il fallait faire plus de greniers ou plus d'usines à filtration. Un petit peu comme la bouée tout à l'heure. On rajoute quelque chose et on laisse cette chose-là s'installer. On rajoute des cellules de foie et on les laisse s'installer sur notre foie. Donc, on part de ces deux hypothèses et puis on va chercher quel est le stress qui a pu provoquer cette croissance de cellules de foie. Donc le foie étant fait pour stocker, étant fait pour filtrer les poisons, alors possiblement monsieur, madame qui avait des kystes au foie, heu, avant que ça ne vous arrive cette histoire, avant que ça ne commence à pousser dans votre foie, vous avez potentiellement pu vivre un stress de l'ordre du manque. Je manque, de quelque chose. J'ai manqué d'argent ou je manque de nourriture ou j'ai manqué, hem, donc c'est réel, hein, l'argent, la nourriture, c'est ce qui me permet, de manger. J'ai pu manquer de chaleur également ou d'amour, ça peut être ça aussi. Tout ressenti, qui crée un stress unique qui est le manque. Je manque de quelque chose, c'est la disette de quelque chose. Alors c'est la solution de faire plus de cellules de foie pour stocker plus d'énergie pour pouvoir faire face à la disette la prochaine fois qu'elle arrive. C'est la solution de garder la bouée pour stocker ma solution de secours au cas où la prochaine fois je retomberai à l'eau. Dans la mer, dans la piscine, dans la rivière, peu importe. J'ai ma bouée. Si plus tard je remeurs de faim ou si plus tard je remeurs de manque d'amour ou si plus tard j'ai peur de manquer d'argent, eh bien j'ai mon grenier qui est prêt à stocker de l'énergie. Autre hypothèse pour les kystes au foie, eh bien filtrer les poisons. Monsieur, madame, quand vos kystes au foie sont arrivés, avez-vous ressenti dans votre vie professionnelle, personnelle, un moment où vous vous êtes senti comme empoisonné, comme si vous aviez été en contact avec quelque chose de toxique? Et ce n'est pas n'importe où en plus que se baladent ces toxines, c'est dans le sang. Le sang, c'est la famille. Donc y a-t-il quelque chose de toxique dans votre famille que vous auriez besoin d'éliminer, de purifier, à tel point que vous agrandissez votre usine à purification du sang en faisant des kystes supplémentaires? Et c'est ainsi que l'on retrouve l'événement qui va déclencher tout le processus. C'est-à-dire un stress extérieur, la personne va nous le raconter: «Ah bien oui, je me souviens, j'ai perdu mon travail, et puis, je venais d'avoir un bébé et j'ai eu très, très peur à ce moment-là puisque j'ai quand même un certain âge, j'ai 43 ans, c'était mon premier bébé, mais j'ai eu peur de ne pas retrouver du travail alors que, mon fils venait de naître». Et je me suis dit: «Tiens, on va manquer». J'ai ressenti, c'est pas je me suis dit, j'ai ressenti dans mon corps, la peur de manquer d'argent
Et donc, si je manque d'argent, de ne plus pouvoir payer le loyer. Et si je ne peux plus payer le loyer, je n'aurai plus de toit sur la tête. Et si je n'ai plus de toit sur la tête, de fil en aiguille, j'ai peur de ne pas pouvoir subvenir, nourrir ma famille. Donc, j'ai peur de manquer pour moi et de ne pas pouvoir nourrir ma famille. En bref, j'ai peur de manquer de nourriture parce que j'ai perdu mon travail. Ceci est un ressenti complètement subjectif que vit la personne, créé par une réalité extérieure qui est la perte du travail. Le ressenti n'est pas solutionnable immédiatement à l'extérieur. Le travail ne va pas se retrouver tout de suite. D'ailleurs, on n'en sait rien. Il faut d'abord poser des CV, passer des entretiens. Peut-être que ça va marcher, peut-être que non. En attendant, le stress est là. Alors, le cerveau va en être informé et il va trouver la solution biologique la plus adaptée pour gérer le manque ou la peur de manquer de nourriture, c'est de faire des nodules au niveau du foie. Je vous mets ici plusieurs exemples. Hem, on peut ne pas être atteint au niveau du foie, mais être atteint au niveau de l'épiderme, par exemple. Alors, même travail en tant que décodeur, tiens, qu'est-ce que c'est que l'épiderme? À quoi ça sert? Eh bien, l'épiderme, c'est l'organe qui recouvre notre peau, qui est très très vaste et qui nous permet d'être en contact avec l'extérieur. C'est l'organe du contact. C'est à, à à fleur d'épiderme que affleurent nos nerfs sensitifs, ceux qui viennent capter, la chaleur, l'effleurement, la caresse, le plaisir. Alors que plus profondément dans le derme, on va avoir les nerfs de la douleur. Donc l'épiderme, c'est vraiment la surface, c'est le vernis de notre peau. C'est cet espace, très fin comme ça que l'on peut toucher, caresser et qui nous met en contact avec l'extérieur, avec la température extérieure, avec, le le toucher, de l'autre quand on lui fait un câlin, quand on le prend dans ses bras, voilà. Et donc, qui dit organe du contact dit qu'on va solutionner avec cet organe-là, potentiellement, des stress d'être séparé du contact. Une des pathologies très connues de l'épiderme, c'est l'eczéma, par exemple. Donc, quand je fais de l'eczéma, eh bien, je vais, avoir un épiderme qui, peut faire, s'ulcérer dans un premier temps, comme s'il voulait, faire plus de place pour le contact, comme s'il voulait, s'effacer, laisser rentrer l'extérieur plus profondément à l'intérieur. Et puis dans un deuxième temps, au contraire, il se répare, il vient, refaire des cellules pour pouvoir, recréer de la peau et alors, c'est là que ça démange ou que ça brûle. Donc quand il y a eczéma, que ce soit généralisé sur tout le corps ou bien à un endroit très localisé, on va chercher, encore une fois, on détricote, tiens, j'ai l'adaptation, c'est l'eczéma, le cerveau a demandé à faire de l'eczéma à cet endroit-là, parce que le stress, c'est je suis séparé d'un contact à cet endroit-là. Et monsieur, madame qui avait de l'eczéma, pouvez-vous me dire quelle réalité extérieure vous a fait ressentir que vous étiez séparé du contact à cet endroit-là? Ah mais oui, mais c'est bien sûr, je m'en souviens. Je vous donne un exemple. Une personne avait de l'eczéma, hem, au niveau du coude, à cette au vraiment à l'extérieur comme ça du coude, au niveau du gras de l'avant-bras, vous voyez? Enfin du gras, du muscle de l'avant-bras à l'extérieur. Donc c'était très localisé, de la taille d'une pièce de monnaie et je lui demande de se focaliser sur cette zone-là et puis, bien sûr, dans mon enquête, mon travail d'enquête, je lui demande, quand est-ce que ça a commencé? Alors elle me dit: «Oui, ça a commencé en septembre, de l'année dernière». Très bien et puis, que se passe-t-il? Donc je lui demande la date exacte, elle me dit: «Bah, c'est très exactement le 1er septembre de l'année dernière». C'est bien pratique, elle s'en souvient et je lui dis: «Que se passe-t-il les jours qui précèdent?» Vraiment les jours, peut-être même les heures qui précèdent. Ça va très vite, hein, l'eczéma. Hem, quel contact, de quel contact vous êtes séparés exactement à cet endroit-là?
pas n'importe où ailleurs, hein, de quel contact réel ou bien pourquoi pas virtuel, hein, symbolique, comme on dit j'ai perdu le contact avec ma meilleure amie, on ne s'appelle plus par exemple, sans qu'on la touche nécessairement. Donc je lui demande et elle me dit: «C'est très simple, ça me revient, je suis à l'aéroport, de l'île de la Réunion où j'habite et de Saint-Denis et puis j'accompagne ma petite sœur, à l'avion. Ma petite sœur va prendre l'avion et partir pour faire ses études et je suis, extrêmement stressée puisque, j'ai, ce ressenti intérieur que, je vais être séparée pour toujours de ma petite sœur. Ce n'est pas rationnel, mais j'ai l'impression qu'elle s'en va pour toujours et j'ai conscience que c'est idiot puisque elle s'en va simplement pour ses études. Et j'ai peur qu'elle aime tellement la métropole qu'elle ne revienne jamais. J'ai peur de ne pas avoir l'argent, pour payer des billets d'avion et aller la voir suffisamment souvent. Heu, Elle s'invente tout un tas d'histoires, mais son ressenti, c'est: «J'ai peur d'être séparée de ma petite sœur pour toujours» et pendant qu'elle ressent cela, elle tient sa petite sœur bras dessus, bras dessous, c'est-à-dire par le coude. La zone de contact, c'est exactement cette zone-là. Et arrive le pic du stress, c'est quand effectivement elle doit se séparer de ce contact pour laisser partir sa sœur dans la zone d'embarquement où elle ne peut pas la suivre et voilà qu'elle est, hem, elle ressent ce stress à l'intérieur. Donc la réalité extérieure, c'est: je laisse ma sœur partir dans la salle d'embarquement et la zone de contact entre elle et moi s'arrête. Ça crée une réalité intérieure, un pic, j'ai peur de ne plus jamais revoir ma petite sœur, quand bien même c'est irrationnel, c'est là. Mon cerveau va être informé et il va chercher l'adaptation la plus logique qui va être de pouvoir, hem, par la maladie, créer à cet endroit-là, comme, une empreinte, on va dire, de contact, dans l'espoir de retrouver la petite sœur. C'est un petit peu vulgarisé ce que je raconte, mais on va dire que c'est ça. Donc, bien entendu, en tant que thérapeute, eh bien, mon job, ça va être d'écouter la personne dans son ressenti, dans ce qu'il y a de désagréable, hem, de de stressant, pour pouvoir l'aider à traverser cela. Mais je parle de cela dans quelques minutes. J'en reviens à mes fonctions. Donc vous avez compris que lorsqu'on reçoit une personne avec une maladie, on ne va pas s'intéresser à sa psychologie en premier lieu, mais à ses tissus, à sa biologie. Quelle est votre maladie? Quels tissus sont touchés? Si ce sont les bronches, ce sont les tissus qui absorbe de l'air, absorbe de l'espace pour pouvoir ensuite envoyer cela dans les alvéoles pulmonaires et ensuite l'oxygène est attrapé par les globules rouges comme on l'a vu. Eh bien, les bronches va nous parler de besoin d'espace et de liberté, besoin d'espace aérien, hein. J'ai besoin d'avoir un espace libre comme ça, de pouvoir prendre la vie à plein poumon. Donc si je suis atteint au niveau des bronches, c'est que quelque chose vient menacer mon espace. Mon espace aérien n'est plus, sécure, je ne peux plus respirer librement. Hem Comme, la menace, ça peut être, une menace, réelle. Je suis dans un open space, je travaille, voilà, tranquillement et puis on me met un collègue juste à côté de moi qui fait du bruit, qui renifle, qui, passe des coups de fil sans cesse et je commence à sentir que je manque d'espace. Je ne peux plus, moi, travailler comme j'ai envie, respirer comme j'ai envie. On m'impose quelqu'un dans mon espace qui ne me plaît pas, qui me stresse et donc je vais commencer à développer, une pathologie pulmonaire, ou bronchique plus exactement, donc ça peut aller de la simple bronchite à des pathologies plus graves, voire je peux me mettre à fumer, c'est le problème du fumeur, le problème des bronches.
L'estomac, on l'a vu, c'est une histoire d'indigestion. Je ne peux pas accepter la substance qui vient de m'arriver là et je ne cherche même pas à la digérer, c'est pas possible. Je la renvoie ou bien je fabrique plus d'acide pour essayer quand même de l'attaquer et de la faire passer à la suite de mon tube digestif. Les gonades, les ovaires, les testicules, vont nous parler de perte de la descendance, donc de la descendance réelle. J'ai perdu mon enfant, il est mort. Hem, ou bien, de la descendance symbolique. J'ai perdu, mon entreprise et c'était mon bébé et elle a fait faillite, elle est morte et je ne peux plus, être en contact avec. Les muscles vont nous parler de la puissance du mouvement puisque c'est avec la puissance musculaire que l'on agit, que l'on se déplace. Les os, sont notre charpente, à l'intérieur, sur laquelle on s'appuie. C'est vraiment comme la charpente d'une maison. Donc c'est la valeur, de notre structure interne. Donc dans les os, on va parler de dévalorisation profonde. Lorsque mes os sont touchés, je suis dans une grande dévalorisation. Là, c'est une liste non exhaustive, hein. Il y a beaucoup plus d'organes et surtout, dans chaque organe, il y a même des tissus qui vont nous parler de nuances différentes. Par exemple, dans le poumon, on a vu qu'il y avait les bronches, mais il y a aussi les alvéoles pulmonaires. Et les alvéoles pulmonaires, c'est vraiment la toute fin de l'arbre bronchique, comme ça, là où arrive l'oxygène. Et c'est là qu'il y a les échanges gazeux entre l'air qui est contenu dans les alvéoles et le sang. Et on rejette à cet endroit-là aussi le CO2. Donc, c'est une zone d'échange de vie. C'est là qu'on attrape la la vie étant l'oxygène, hein, dont on a besoin pour nos cellules. Donc, autant les bronches vont nous parler de besoin d'espace, de manque d'espace, autant les alvéoles pulmonaires, bien qu'elles soient dans le même organe, les poumons, vont nous parler de peur de mourir, de peur de manquer de vie, de manquer d'air. Donc à chaque organe correspond un ressenti et c'est grâce à cela qu'on va mener notre enquête. Alors en tant que décodeur, je pourrais vous en parler encore plusieurs heures de toute cette histoire de maladie. Notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que la personne trouve une autre solution d'adaptation ou bien qu'elle lâche la solution en question. Je vous ai raconté des histoires où je prends le ressenti de la personne, je détricote, l'événement, le déroulé de l'histoire, je retrouve un événement et bien entendu, c'est un petit peu plus compliqué que cela. C'est-à-dire que, en faisant cela, j'arrive à un événement qui déclenche la maladie. Par exemple, cette histoire de jeune femme qui accompagne sa petite sœur à l'aéroport, elle ressent que elle va perdre sa petite sœur pour toujours, alors elle est stressée et le pire moment du stress, c'est le moment où elle se sépare de ce contact et c'est ce qui déclenche l'eczéma. Mais ce que je constate, c'est que cette personne, en arrivant à l'aéroport et en tenant sa petite sœur par le bras, elle commence déjà à avoir peur de la perdre. Donc j'en déduis que cette personne, elle a déjà ressenti la perte de sa petite sœur. Donc le stress est déjà présent à l'intérieur d'elle. Et ce qui va se déclencher ensuite, c'est la solution d'adaptation. C'est ce que dans mon jargon, je vais appeler un conflit déclenchant. C'est quelque chose qui déclenche la maladie. Mais le travail du thérapeute en décodage biologique ne s'arrête pas là. Il ne fait que commencer en réalité, puisque tout l'enjeu, c'est d'aller retrouver le conflit qui a programmé la solution d'adaptation. Si je reprends mon histoire de bouée, pour être tout à fait exact, c'est comme si le monsieur venait me voir avec sa bouée autour du ventre et il me disait: «J'ai une bouée autour du ventre, je ne sais pas d'où ça vient». Et que la bouée, il me raconte l'histoire, elle est apparue quand il est tombé à l'eau. Bien,
Mais comme la bouée est apparue quand il est tombé à l'eau, je sais que c'est comme si sa biologie avait appuyé sur le bouton play de la solution d'adaptation. Qui dit que que la biologie a appuyé sur le bouton play de la solution d'adaptation, dit que cette solution d'adaptation, elle avait été préenregistrée. Exactement comme nos anciennes cassettes VHS vidéo, si vous vous souvenez de ça. On enregistrait la cassette vidéo où elle était préenregistrée avec un film et puis on la mettait dans le magnétoscope, on appuyait sur play et on avait la lecture de la cassette vidéo. Et bien là, c'est exactement la même chose. L'événement qui est de tomber à l'eau déclenche la solution d'adaptation. Donc, je vais demander à ce monsieur à quel moment dans sa vie, à quel autre moment dans sa vie, il a eu peur de se noyer, la toute première fois dans sa vie. Et là, il va me raconter une autre histoire qui est que il est petit, il est dans la baignoire et puis, sa maman relâche la surveillance et lui, glisse doucement dans l'eau comme ça et maman n'est pas là pour intervenir. Il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et il a terriblement peur pour la toute première fois de sa vie de se noyer. À ce moment-là, sa mère arrive, lui sauve la vie, mais la peur est là. Le stress a été ressenti pour la toute première fois et s'enregistre dans le cerveau la future solution d'adaptation qui est la prochaine fois que l'on tombe à l'eau et qu'on a peur de se noyer, une bouée va pousser autour du ventre. C'est la solution d'adaptation. Dans cet exemple-là, c'est un petit peu bizarre puisque je vous ai dit que la personne recevait la bouée de l'extérieur. Reprenons mon cas clinique véridique. Cette jeune femme qui, avait, cet eczéma au creux du coude, enfin sur le côté du coude, je lui demande à quel autre moment elle a ressenti qu'elle perdait sa sœur pour toujours. Et là, cela lui revient comme une évidence. Cette personne, elle avait une jumelle dans le ventre de sa mère, qu'elle a perdue à plusieurs mois de grossesse. Et elle se ressentait, je ne sais pas si c'est la vérité, mais cette femme se ressentait comme attachée à sa jumelle, en contact avec sa jumelle par le coude, c'est-à-dire cette zone-là du coude. Donc elle s'imaginait en fœtus, comme ça, les bras repliés et en contact avec sa jumelle, coude à coude. Et donc elle est dans ce ressenti de perte réelle, je suis séparée à jamais de ma sœur qui est à côté de moi. Donc la toute première fois qu'elle ressent le fait d'être séparée à jamais de sa sœur, de la perdre, c'est dans le ventre maternel. Elle n'est même pas encore née. Ensuite, elle traverse sa vie, elle devient adulte et le jour où elle accompagne sa petite sœur à l'aéroport, elle revit le même stress et au même endroit du coude, elle va vraiment cibler ce stress à cet endroit-là de son coude et c'est là que va apparaître l'eczéma. La solution d'adaptation donc. Je vous donne un autre exemple. Je peux arrêter le partage, en attendant, je le remettrai après. Je vous donne un autre exemple. Une personne, une vieille dame souffrait d'un décollement de rétine. Elle avait été opérée bien sûr et elle venait me voir en me disant: «Oui, Hem, voilà, on m'a dit que peut-être ça pouvait récidiver, donc je viens vous voir pour éviter la récidive. Je fais le même mécanisme, je pars du décollement de rétine. Qu'est-ce que c'est que la rétine? C'est le tissu nerveux du fond de l'œil sur lequel vient s'imprimer l'image, donc la lumière, hein, qui est plus exactement la lumière qui traverse l'œil et qui vient, impacter la rétine et ensuite la rétine, qui est un du tissu nerveux, s'empare des informations, les transforme en informations électriques et les envoie au cerveau pour qu'il décode l'image. Donc la rétine, en bref, ça sert à attraper des images. Alors en quoi c'est une solution, hem, de déchirer la rétine? C'est une question qu'on pourrait se poser. En quoi c'est une solution de déchirer la rétine? Eh bien, pour justement, ne plus attraper l'image, enlever cette fois. On ne rajoute pas, on ne fait pas du plus, on fait du moins. On enlève la fonction d'attraper l'image. Et en quoi ce serait une solution d'enlever la fonction d'attraper l'image? Eh bien, peut-être parce que cette image est inattrapable, dans le sens insupportable à regarder, impossible à regarder.
C'est-à-dire, j'appelle ça dans mon jargon, une image d'horreur. Alors, je demande à cette, personne, quelques jours avant le décollement de rétine: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a vu d'horrible?» Et cette personne me raconte que, mais oui, mais c'est bien sûr, l'événement étant si grand, si grave, elle a vu mourir sa meilleure amie sous ses yeux. C'est déjà une dame âgée et elle me raconte, nous étions, en vacances, dans une maison d'hôtes, la veille seulement, on s'était marrés comme des baleines et puis, le lendemain, on dormait dans la même chambre, je me lève, elle se lève et la voilà qui tombe sous mes yeux et je n'ai pas compris tout de suite et au moment où je me penche sur elle, je vois qu'elle a les yeux révulsés, et qu'elle ne respire plus, je vois qu'elle est morte, tout simplement et c'est une image horrible et donc elle me parle de cette image horrible, mais encore une fois, je sais que le décollement de rétine arrive quelque temps seulement après, quelques jours, quelques heures après, quelques jours. Donc j'en déduis que c'est le moment où la solution s'est mise en action. Cet événement-là, aussi gros, dramatique soit-il, est simplement l'événement qui a appuyé sur le bouton play, jouer la solution. Donc je demande à cette personne: «Madame, à quel autre moment de votre vie, beaucoup plus jeune peut-être, bien plus ancien, vous avez vu l'horreur, une image d'horreur?» Et elle, revient à son souvenir, eh bien, à l'âge de 16 ans, elle a perdu sa grand-mère, non pas sous ses yeux, heu, sa grand-mère qui était une femme qui est morte d'un cancer et qui a été particulièrement abîmée, ravagée par la maladie, première chose. Deuxième chose, une grand-mère qu'elle n'aimait pas. Qu'elle n'aimait pas parce qu'elle était méchante avec elle, elle était, voilà, elle l'a trouvée laide de méchanceté. Donc plusieurs paramètres qui font que, hem, quand, sa grand-mère meurt, elle n'a aucune envie d'aller la voir. Mais on l'oblige. On lui dit: «Va donc voir ta grand-mère dans le cercueil». Elle y va à contrecœur. On lui dit: «Rapproche-toi de ta grand-mère». Elle s'approche à contrecœur et pire que tout, on lui dit: «Embrasse ta grand-mère». Et la voilà qui se penche sur le visage honni de sa grand-mère, en plus ravagée par la maladie, et elle voit l'horreur. Donc ce n'est pas tant la mort qui lui pose problème, c'est ce visage de cadavre blanc, horrible, émacié, et pour elle, c'est l'horreur. Et c'est là la toute première fois qu'elle a eu, ce ressenti. Je répondrai à vos questions après, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Donc, en tant que thérapeute en décodage, on ne va pas faire de la psychologie. On va s'intéresser aux symptômes, on va s'intéresser à la maladie de la personne et puis on va l'aider à prendre conscience du ressenti qui est porté par la maladie, qui est exprimé, à travers la maladie comme solution, donc du sens de son symptôme. En quoi c'est une solution d'enlever la rétine pour ne plus voir l'image d'horreur? Comme ça, je ne vois plus, elle n'atteint plus mon cerveau. J'enlève l'interface qu'il y a entre la lumière et mon cerveau qui interprète l'image. En quoi c'est une solution de faire plus de cellules de foie? Je fais plus de greniers, je peux stocker plus. En quoi c'est une solution, de faire de l'eczéma? Eh bien, j'augmente la surface de contact avec, la personne avec qui je ne suis plus en contact ou la chose avec laquelle je ne suis plus en contact, et cetera, et cetera. Ensuite, on va bien sûr retrouver, le programmant. Ce que j'appelle le programmant, c'est la toute première fois où la personne a ressenti, heu, ce ressenti spécifique qui a besoin d'être solutionné par la maladie. Et puis on va amener la personne à exprimer émotionnellement ce qui s'est imprimé. Ça, c'est une étape très importante. Pourquoi est-ce qu'on cherche une solution d'adaptation à l'intérieur? J'ai commencé à vous le suggérer. C'est parce que la solution extérieure n'est pas là tout de suite. Elle n'est pas immédiate. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution extérieure. La deuxième chose, c'est que ça prend par surprise. On n'est pas préparé. Donc on est comme, saisi, par ce choc
interne qui est provoqué par l'événement externe. La troisième chose, c'est qu'on est isolé à l'intérieur de soi. On le vit dans la solitude, en quelque sorte. Quand bien même on n'est pas seul autour de soi. Ce qui est vécu dans la solitude, c'est ce ressenti, justement. Euh, je vois mon ami mourir sous mes yeux, je ressens immédiatement quelle horreur, mais ce n'est pas ce que je vais exprimer aux pompiers qui vont intervenir, aux propriétaires de l'auberge dans laquelle on a dormi. Non, je vais exprimer comme je suis triste et peinée que mon amie soit morte, que c'est terrible, que hier encore elle était en pleine forme. À personne, je ne vais dire quelle horreur que ce visage. Lorsque cette jeune femme accompagne sa sœur à l'aéroport, elle ne va dire à personne qu'elle a l'impression que sa sœur s'en va pour toujours. Au contraire, elle va dire à sa sœur, va, amuse-toi en métropole, fais tes études, c'est génial, c'est fantastique, tu vas me manquer. Mais elle lui dit pas, c'est terrible ce que je ressens à l'intérieur, j'ai l'impression de te perdre pour l'éternité. Donc, ce qui est vécu émotionnellement est vécu dans l'isolement. C'est expressément parce qu'il n'est pas exprimé. On va exprimer tout un tas d'émotions secondaires à l'événement, mais ce qui est central, on va le garder pour soi. Donc, il n'y a pas de solution immédiate extérieure. On garde pour soi, on ne peut pas exprimer ce qui est à l'intérieur. Alors, c'est là qu'on va avoir besoin d'une solution biologique. Donc, notre objectif premier en tant que thérapeute en décodage biologique, c'est d'aider la personne à aller exprimer cette intimité du ressenti. À cette femme qui a ce décollement de rétine, je vais l'aider à exprimer quelle horreur que ce visage. Simplement ça. Ensuite, une fois que c'est exprimé, sincèrement, on a fait 80% du boulot, voire plus, et tout le reste, c'est du plus, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rajouter pour aider la personne à se transformer encore, à aller vers la guérison, la transformation de son symptôme. Donc, on va lui permettre de connecter des ressources à l'intérieur d'elle. Euh, Par exemple, à cette jeune femme qui est devant le cercueil de sa grand-mère, le visage de sa grand-mère, eh bien, par des techniques thérapeutiques classiques, hein, comme la PNL, la visualisation, l'hypnose ou ce genre de choses, on va l'aider à trouver, connecter une ressource où elle va pouvoir faire face, où elle va pouvoir être prévenue de ce qui l'attend, où elle aura le droit de, pourquoi pas, on peut carrément changer l'histoire, maquiller la grand-mère, inventer carrément quelque chose, peu importe que ce soit réel ou pas réel, du moment que ça bouge à l'intérieur, le ressenti de la personne, que le stress s'apaise, qu'il y ait d'autres solutions que d'enlever la rétine, que d'enlever l'image. Changer la croyance, ce sera l'objet d'une autre conférence. Sinon, je vais parler pendant 1 heure et demie. Donc, voilà tout ce qu'on propose en tant que thérapeute en décodage biologique pour aborder la maladie. Hem, j'ai essayé de, simplifier, résumer le plus possible. Bien sûr, il y aurait encore énormément de choses à dire et je compte sur vos questions pour que vous puissiez comprendre, continuer de comprendre et entendre peut-être, des réponses qui vous intéressent. Simplement pour résumer, donc retenez que la maladie serait une solution d'adaptation à un événement, à un stress intérieur que l'on a ressenti par rapport à un événement extérieur et qu'on n'a pas pu solutionner immédiatement, pour lequel on n'avait pas de ressources intérieures et la seule solution possible et normalement temporaire, hein, c'est celle de transformer la biologie pour qu'elle puisse s'adapter. Vous comprenez bien que Hem, pour terminer, le problème, c'est quand, la maladie vient d'un ressenti émotionnel, justement. Je vous disais tout à l'heure, au début, qu'il n'y a aucune différence entre une huître avariée et quelque chose que l'on a ressenti comme indigeste. Pour la biologie, c'est pareil. Que ce soit votre estomac qui ressente que l'huître est indigeste
ou que ce soit toute votre personne qui ressente que la dispute est indigeste, ce sera quand même décodé par votre cerveau comme quelque chose d'indigeste. Et donc la solution, elle sera commandée à l'estomac qui sera chargé de vomir. Ok. Dans le cas de l'huître avariée, c'est une bonne solution parce que vomir est un soulagement. Dans le cas de la dispute indigeste, c'est une bonne solution temporaire, mais ça ne change rien. Et la personne, elle va vomir et vomir et vomir et encore et encore et encore. Et tant que son stress d'avoir avalé une dispute indigeste n'aura pas été exprimé, évacué par d'autres biais que le vomissement, eh bien, elle pourra encore vomir à n'en plus finir et on la dira malade chronique, du coup. Donc, le décodage biologique va être particulièrement utile justement dans les maladies chroniques pour comprendre pourquoi la personne elle retombe encore et encore et encore dans le même symptôme. Bien, je vais m'arrêter là. Ça fait une bonne heure que je parle et je vais lire les questions qui sont dans le chat ou bien vous écouter pour vos questions directement à haute voix si vous en avez. Donc Aurélie demande qu'en est-il des pathologies de naissance ou si la personne n'a pas de souvenir d'un quelconque événement marquant. Ça fait 2 questions en une. Alors les pathologies de naissance, ce sont tout simplement des pathologies qui ont été déclenchées dans la vie intra-utérine. Donc la personne arrive déjà malade, elle vient au monde avec une pathologie, donc elle vient déjà au monde avec la solution d'adaptation. À quoi? Soit à quelque chose qu'elle a vécu elle-même in utero, et qui a été si fort et si intense que la solution se déclenche immédiatement, soit à quelque chose que ses parents ont vécu. Donc, on va là faire intervenir la notion de transgénérationnel, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, on arrive avec la mémoire des événements traumatiques des générations passées, pas tous les événements traumatiques, heureusement, mais voilà, parfois quelques-uns qui nous sont transmis par maman ou papa, ou bien maman ou papa ont vécu pendant la grossesse des choses traumatiques et l'enfant arrive avec la solution. Est-ce que j'ai un exemple là immédiatement à vous donner? Oui, hem, c'est un exemple cousu de fil blanc. Hem, un monsieur, trouve, son père, hem, mort, suicidé, la tête fracassée sur un rocher parce qu'il s'est jeté dans la rivière et que dans la rivière, il n'y avait pas assez d'eau. Donc il manquait d'eau dans la rivière, le père voulait se jeter dans la rivière, s'il y avait eu de l'eau, il aurait peut-être été sauvé, mais il a tapé la tête sur le rocher. Le fils le trouve, le fils qui est déjà adulte, hein. Il tombe dans une profonde dépression dans laquelle il reste pendant 10 ans suite à ce choc et au bout de 10 ans, il a rencontré, son épouse et il décide de faire un enfant. Il décide de faire un enfant consciemment et inconsciemment dans, l'espoir qu'il va sortir de la dépression grâce à son enfant. Donc j'ai reçu ce monsieur, hein, et il me le dit textuellement: «C'est grâce à mon fils que je suis sortie de la dépression. Je l'ai conçu pour ça, pour qu'il me sauve la vie». Donc ce père conçoit un enfant pour qu'il lui sauve la vie, comme lui n'a pas pu sauver la vie à son père. Le petit vient au monde, il est parfaitement bien formé, mais le jour de l'accouchement, que se passe-t-il? Eh bien, on le sort au forceps. Et les forceps lui fracassent littéralement le rocher, qui est un petit os derrière l'oreille, qui fait il vient donc avec une fracture extrêmement grave, qui implique qu'il soit immédiatement envoyé aux urgences et qu'on lui fasse une dérivation du liquide céphalorachidien etc. Donc, tout est symbolique dans cette histoire. Le petit, qui a été conçu pour sauver la vie de son père, vient au monde en reproduisant l'histoire, c'est-à-dire il s'est pas fracassé la tête sur un rocher, mais il s'est fracassé la tête au niveau du rocher à cause des forceps et on le répare lui, on lui sauve la vie. Et l'objet de la consultation n'était pas pour le père au départ, l'objet de la consultation était pour le fils qui,
avait 10 ans et qui en avait ras-le-bol de ne pas pouvoir jouer au foot, de ne pas pouvoir, parce qu'il avait envie de pouvoir taper la tête avec le ballon. Il en avait ras-le-bol de ne pas pouvoir courir parce que son père le lui interdisait, avait peur pour sa tête. Et le père de me dire: «Écoutez, je n'ai pas envie, d'arrêter d'avoir peur pour la tête de mon fils parce que ainsi je pourrais toujours lui sauver la vie». Hem, je donc j'empêcherais son crâne d'être fracassé. Donc la boucle était bouclée comme ça. Le fils pouvait sauver le père, l'autre fils pouvait sauver le père pouvait sauver le fils et tout le monde sauvait tout le monde et c'était fabuleux. J'espère que cet exemple est clair. Si une personne n'a pas de souvenir conscient d'un quelconque événement marquant, eh bien, bonne nouvelle, ça n'a pas d'importance. Puisque en décodage biologique, on va utiliser des techniques thérapeutiques où on ne va pas, forcément s'intéresser à la conscience de la personne, mais à son inconscient. Or, l'inconscient, on y accède de différentes manières, mais la manière la plus simple, c'est d'y accéder par la sensation physique, par l'émotion, puisque le langage de l'inconscient, c'est le langage du corps et de l'émotion. Alors que le langage de la conscience, donc du conscient, c'est le langage de la pensée, de la rationalisation. Donc, si une personne dit je me sens très très bien et qu'elle a les épaules dans les oreilles et qu'elle respire pas, et je vais ne pas la croire, consciemment. C'est-à-dire, je vais dire: «OK, vous me dites que vous vous sentez très bien, mais votre corps, lui, me dit tout le contraire. Vous avez l'air tendu. Ah oui, je m'en étais pas rendu compte. OK, donc qu'est-ce qui se passe dans vos épaules? Qu'est-ce qui se passe dans votre respiration qui fait que, vous avez, cette tension qui est là?» Donc je vais croire le corps. Or le corps ne ment jamais et bonne nouvelle, le corps a des souvenirs émotionnels. Donc, avec une personne qui n'a pas de souvenir de son enfance, eh bien, on va quand même pouvoir utiliser ses sensations physiques et son corps pour régresser en quelque sorte et l'encourager à laisser venir des images, des informations, en la rassurant, en lui disant: «Peu importe, que ce que vous me décriviez comme image soit une image réelle ou pas réelle, ça peut être une métaphore même» de ce qui a pu vous arriver enfant. Par exemple, il y a des personnes qui me décrivent être in utero et elles s'en souviennent pas pourtant. Et elles me disent: c'est comme si j'étais dans le ventre de ma mère et qu'il n'y avait pas de place et que c'est terrible, et que j'étouffe parce que ma mère, je sens qu'elle est je sens pas le contact avec ma mère», par exemple. La personne n'a aucun souvenir conscient de vivre cela et je l'encourage en lui disant: «C'est comme si». Donc peu importe que vous soyez réellement dans le ventre de votre mère ou que ce soit une métaphore, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans votre corps. Et quand vous êtes métaphoriquement dans le ventre de votre mère et que vous étouffez, qu'est-ce qui se passe? «Ah, j'ai peur de mourir, ah, je veux pas que disparaître» et etc., et cetera. Et je vais accompagner la personne à s'exprimer, heu comme je le disais tout à l'heure, je vais l'aider à trouver des ressources jusqu'à ce que son corps se détende. Et quand le corps se détend, quand l'émotion est exprimée et qu'elle peut redevenir une émotion positive, je me sens mieux, je me sens soulagée, tiens, j'ai des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à moi. OK, et comment tu te sens maintenant dans le ventre de ta mère? «Ouh, bah, je sens que c'est possible de vivre, je me sens accueillie, je vais pouvoir, naître en toute sécurité. Très bien, eh bien, imagine que tu viens au monde et puis reviens à l'instant présent et peu m'importe de savoir si ce que la personne a vécu là, heu, s'est réellement passé dans le ventre de sa mère. Quand bien même ce serait une pièce de théâtre, ce qui m'importe, c'est la vérité du corps. Donc les gens m'emmènent parfois dans des histoires, transgénérationnelles, de guerre, de Révolution française, de choses comme ça. Je ne sais pas, si les ancêtres ont réellement vécu ceci ou cela. Parfois on me le confirme, parfois non. Parfois, des gens, on se retrouve carrément, dans des histoires, voilà, qui se passent 2, 3 siècles en arrière. Certains disent que c'est des mémoires karmiques, des mémoires de l'âme. On y croit ou on n'y croit pas. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que ce soit vrai ou pas, on le saura à notre mort si, s'il existe des mémoires karmiques. Mais que ce soit vrai ou pas, ce qui m'importe, c'est que à travers cette métaphore, la personne, elle a un ressenti physique, elle a une émotion et ensuite elle s'en décharge. Et comme elle s'en décharge, ça va mieux et le présent se transforme, puisque c'est l'objectif, hein. C'est
en allant transformer le passé réel ou métaphorique, dont l'unique certitude, c'est l'émotion, eh bien, on va transformer le présent. Alors, Henri a une question très intéressante. En cas d'accident dû à un tiers, donc par exemple, je suis en voiture, on me rentre dedans et j'ai des pathologies qui suivent. Donc, je suis, voilà, j'ai de nombreuses fractures. Est-ce que le décodage biologique peut aider pour la réparation des séquelles? Oui. Alors, on y va avec prudence. Tout cela est une science humaine. Voilà, c'est pas quelque chose de miraculeux, scientifiquement prouvé au millimètre près. On a d'excellents résultats pour tout un tas de choses et donc les accidents, ça s'est posé souvent cette histoire. Hem, une personne vient, elle a eu un accident de voiture, ça a été causé par un tiers et elle a des séquelles. Pourquoi à cet endroit-là? Donc, il peut y avoir différentes formes de séquelles. On peut d'abord s'intéresser à une séquelle qui ne réparerait pas. Par exemple, la personne, elle aurait un coup du lapin, une entorse cervicale, pour faire simple, et elle a mal pendant des années, des années, des années, alors que d'autres personnes ont des entorses cervicales et puis elles récupèrent et tout se passe bien. Donc, pourquoi ça dure dans le temps? Une fois, j'accompagnais une personne qui avait eu un accident de voiture et elle avait eu quelques contusions sur le côté gauche, dans le côté, du choc, de la voiture, le choc latéral et puis elle avait guéri et pourtant 3, 4 ans plus tard, elle continuait d'avoir des douleurs, juste des douleurs, sans lésion particulière sur le côté gauche. Donc oui, là, le décodage biologique peut aider à comprendre pourquoi, la douleur s'installe. La réparation, des tissus qui est censée être provisoire puisque quand on se coupe, par exemple, il y a une plaie et puis du coup, il y a une inflammation. L'inflammation, elle sert à venir réparer les tissus. Elle apporte, de l'oxygène, elle élimine les microbes, elle élimine les cellules, qui sont abîmées ou mortes, elle apporte, des nutriments pour créer de la nouvelle cellule. Donc il y a un gonflement, il y a de la lymphe, il y a du sang qui est là et et il y a une inflammation. Donc l'inflammation est réparatoire et parfois les séquelles, eh bien, ce sont des inflammations qui ne s'arrêtent jamais. Ça s'inflamme et ça reste et ça reste et ça reste. Donc des douleurs inflammatoires, des cicatrisations qui ne se font pas, des fractures qui ne cicatrisent pas complètement. Pour quelles raisons? Donc là, c'est possible d'aider en décodage. C'est possible également, si l'on veut faire un travail encore plus approfondi, de s'interroger sur, pourquoi j'ai cassé à cet endroit-là? Alors, la logique, c'est que j'ai été choquée à cet endroit-là, physiquement. On m'a mis un coup de batte de baseball à cet endroit-là, c'est bien normal que j'ai cassé à cet endroit-là. Si on me frappe la tête, c'est normal que j'ai cassé au niveau de la tête. Mais parfois, la personne, elle a été, par exemple, dans un accident de voiture avec plusieurs tonneaux, plusieurs chocs donc de chaque côté et c'est telle vertèbre qui casse, telle partie du bassin, telle partie, du fémur. Alors là aussi, si on est très rationnel, on va se dire: «Bah, c'est tel choc, tel choc, tel choc pendant le tonneau». C'est vrai et puis on peut aussi s'interroger sur, pourquoi ces endroits-là de mon squelette en particulier? Donc c'est un travail d'enquête qui peut aider à récupérer. Comment je le sais? Parce que j'ai eu des patients, qui sont venus me voir pour ça et puis, notamment un qui a été très formateur pour moi, qui avait eu un très grave accident de moto. Il avait explosé littéralement son bassin et ses vertèbres, lombaires et puis, il ne devait pas, se réveiller du coma. Il s'est réveillé du coma, il ne devait pas, remarcher, il a remarché. Il ne devait pas, refaire de moto, il a refait de la moto. Heu, pas juste grâce à mes séances, hein, pas du tout, puisque quand je l'ai rencontré, j'étais en formation. Donc c'était un de mes collègues de formation et il cherchait par tous les moyens possibles, donc il a l'ostéopathie, le transgénérationnel, dans le transgé, il cherchait le pourquoi, cet accident était tombé sur lui. Donc lui, il s'était planté tout seul, hein, sur un circuit de moto en faisant de la moto de compétition. Mais quand bien même, pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à cette date? Pourquoi à cet endroit-là?
et pourquoi ces parties-là dans son corps. Et à force de décodage et de recherche, partie par partie, il a récupéré. On lui avait dit, vous ne récupérez plus de sensations au niveau de la peau. Il a travaillé sur les nerfs sensitifs de la peau et il a récupéré des sensations. On lui avait dit, vous n'aurez plus jamais d'érection et donc d'enfant par voie enfin naturelle, dans le sens par en faisant l'amour, tout simplement, par une conception naturelle. Eh bien, il a travaillé sur la question, il a pu ravoir une érection, il a pu concevoir sa fille tout à fait naturellement avec sa femme, etc., etc. On lui avait dit, vous ne récupérez plus après 5 ans de mobilité. Il a récupéré de la mobilité après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, il a poussé très loin l'expérience sur lui-même de chercher à aller au-delà des séquelles. Il n'avait rien à perdre. Alors, il a eu tout à gagner et il a continué. Donc, oui, je peux affirmer que c'est utile, bien entendu. Euh, cette question vient à me faire dire quelque chose de très important. Le décodage biologique est particulièrement efficace et utile. Pour autant, euh, euh, il ne se soustrait pas à la médecine, à d'autres accompagnements. Par exemple, si on accompagne quelqu'un pour une tendinite chronique, on ne va pas demander à la personne d'arrêter ses soins physiothérapeutiques. Au contraire, on va lui dire, vous continuez de voir votre kiné, vous voyez comment ça s'améliore, et puis moi, je travaille en décodage. Quelqu'un qui a un cancer, on ne va pas lui dire, vous arrêtez la chimio. Bien au contraire, on va lui dire, vous continuez votre chimio. L'objectif, c'est que la chimio soit efficace, c'est qu'elle porte ses fruits. Avec un peu de chance, peut-être il y aura moins de séances de chimio ou parfois c'est arrivé que l'opération prévue après la chimio n'ait plus besoin de se faire. Donc ça, c'est autre chose. Donc on ne se soustrait pas, bien sûr, ni à la médecine, ni à quoi que ce soit qui existe. Au contraire, on est complémentaires et on intervient avec bonheur en collaboration avec tous les autres soignants qui peuvent accompagner une personne malade. Merci à ceux qui s'en vont. Y a-t-il d'autres questions auxquelles je pourrais répondre? J'ai encore quelques minutes. Vous avez parlé jusqu'à présent des maladies et du lien avec les maladies. Je Mhm, me demandais si, au travers du décodage biologique, il y avait une possibilité aussi euh, par rapport à la morphologie de la personne, avant même qu'elle soit malade, mais voir la morphologie, par exemple, d'une femme, moi, ça m'a toujours voilà, étonnée de voir que des femmes ont des hanches très importantes, d'autres ont des tout petits bustes, d'autres ont des toutes petites carrures, d'autres des grandes épaules. Alors, ça mhm, s'explique de manière rationnelle au travers de la génétique. oui. Je me demandais aussi dans quelle mesure, en fait, le décodage biologique ne pouvait pas aussi donner déjà des informations sur ce qu'on voyait, sur la morphologie de la personne. Mhm. Alors, si on va par là, tout est décodable et on peut s'amuser à tout décoder. Et oui, la morphologie de la personne, elle n'est pas là par hasard. Donc, en décodage, on va beaucoup utiliser les mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire toute l'histoire de la famille, les traumatismes de la famille. Et on a compris que on peut vivre des chocs dans sa vie à soi, mais on peut les vivre in utero et on peut transporter comme ça des mémoires et être la solution de mémoires passées. Donc, on n'arrive pas vierge au monde de mémoire. Et puis, bien sûr, en termes de biologie, tout ça se transpose à travers la génétique et l'épigénétique, c'est encore autre chose. C'est tout l'environnement émotionnel qui entoure justement la cellule qui fait que, là aussi je vulgarise énormément, mais qui fait que un gène va s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Mhm. Donc, pourquoi est-ce que un enfant a les yeux bleus ou noirs? Bon, bah ça, c'est de la génétique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a telle morphologie par rapport à son frère qui est complètement différent? Ou la sœur, par exemple? Eh bien, peut-être que cet enfant, dans cette morphologie-là, il est la solution de quelque chose. Donc, si une femme a une morphologie particulièrement carrée, solide,
avec des os épais, voire masculines, par exemple, on pourrait s'interroger en quoi c'est une solution d'être plus masculine, plus solide, plus forte physiquement. Ah ben, peut-être, j'émets des hypothèses, hein, dans la famille, il faut être fort. Ça me fait penser à une dame comme ça qui était exactement comme je viens de le décrire et elle avait été désirée garçon. Pour quelle bonne raison? Bah, parce qu'elle venait d'une famille sicilienne où les filles étaient peu de choses. Et donc, les filles étant quantité négligeable, il y avait eu beaucoup de garçons et elle était la seule fille malheureusement dans la fratrie et dans les cousinades, la seule fille qui était présente. Et on aurait pu croire qu'elle aurait été, la petite choyée, pas du tout. Malheureusement, elle était dans une famille où vraiment les filles, c'était pas intéressant au possible. Donc sa solution, se masculiniser le plus vite possible pour être comme ses frères, ses cousins, donc cheveux courts, épaules carrées, donc dans l'attitude bien sûr, mais jusqu'à dans la morphologie où elle avait carrément cette personne des pics de testostérone et des chutes d'oestrogène. Donc elle a commencé même à avoir du poil au menton et des choses comme ça. Donc, si je comprends bien, ce sera à la fois quelque part l'information transgénérationnelle et ce que vous avez mentionné, je pense, l'épigénétique, donc l'environnement de la personne Mmh. qui va avoir un impact en fait sur sa morphologie, c'est ça? Voilà. On peut aller chercher dans l'histoire, passée, des générations passées, comme on peut chercher dans l'histoire, de la personne en elle-même. J'ai accompagné une jeune athlète qui était au désespoir parce que malgré le fait qu'elle soit athlète de haut niveau, eh bien elle avait de la cellulite sur les fesses et l'arrière des cuisses. Elle comprenait pas. Elle me dit: «Je comprends pas. Je cours, je fais du sport toute la journée et comment je peux avoir de la cellulite, sur l'arrière, des fesses?» Donc cette personne était une personne, des îles, je ne sais plus quelles îles, mais voilà Martinique, je crois. Et donc, j'ai vraiment pris la cellulite comme étant un symptôme, c'est-à-dire un amas de cellules graisseuses qui se gorgent comme ça de gras et d'eau, comme pour, de la protection. Puisque encore une fois, je m'interroge à la fonction de l'organe. À quoi ça sert la graisse? Eh bien, la graisse, ça sert à de la protection sous plusieurs formes: mécanique, thermique, hem, de réserve également pour être plus fort. Et donc, c'était très localisé chez cette personne. Sans surprise, on tombe sur une histoire d'agression à cet, endroit-là particulier. Donc elle subissait des attouchements de la part de son oncle quand elle était enfant et donc, sa solution, c'était de dormir avec un cycliste. Vous savez, ces collants qui sont coupés au-dessus des genoux et à plat ventre. Il faisait très chaud, donc il faut se resituer le contexte. En Martinique, donc elle pouvait pas se couvrir d'un drap ou de quoi que ce soit, c'est pas climatisé. Sa petite sœur dormait à côté, elle voulait faire rempart avec la petite sœur et donc elles sont dans le même lit et la petite sœur est côté mur et l'oncle arrive, s'assoit sur le lit et tout ce qu'elle lui offre en gros à disposition, c'est, les fesses recouvertes d'un cycliste et l'arrière des cuisses. Puisque comme ça, comme elle est à plat ventre, il peut pas accéder au devant, puisque la toute première fois, il avait accédé au devant. Donc sa solution, c'est de couvrir l'arrière des cuisses et des fesses de gras qui protègent mécaniquement Hmm. la zone, tout simplement. Comme ça, tant pis, il la touche, il y a quand même contact, mais le reste est protégé. Donc l'arrière servait à protéger le devant. Donc c'est le sens que j'avais trouvé avec cette personne spécifiquement. S'il y a des personnes qui vont mettre plus de gras sur le ventre, par exemple, on va chercher pourquoi du gras sur le ventre? Pourquoi plus de muscles à cet endroit-là? Pourquoi plus de gras à cet endroit-là? Pourquoi des os plus épais? Tout ça a du sens et bien entendu seulement si la personne, en fait la demande, hein, et que ça la dérange. Cool. Merci. Merci. Avez-vous d'autres questions? Moi, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Je vous J'ai entends. du bruit autour de moi. En fait, je suis toujours très étonnée entre la limite que je n'arrive pas à mettre entre l'analyse transg et le décodage bio. Euh, Parce que autant les décodeurs bio, vous arrivez à aller vers le transg assez facilement, Mmh. autant en transg, si on n'est pas formé en décodage bio, euh, On n'y va pas. on a des limites. Voilà. Oui. Et donc, du coup, on invite les gens à aller vers les décodeurs
Oui, Voilà. Où est-ce qu'on met, est-ce qu'on doit mettre cette barrière, ou est-ce que c'est fraternellement lié, c'est être fraternellement décodeur lié. C'est et analyste? c'est fraternellement lié. Je dirais que les objectifs au départ sont pas les mêmes. Enfin, je crois, le décodeur au départ, ça s'intéresse à la maladie. Maintenant, il est vrai que plein de gens consultent des décodeurs, pas juste pour des maladies physiques, mais pour des troubles également comportementaux, émotionnels, des situations de vie qui se répètent, des choses comme ça. Pour un décodeur, c'est pareil. C'est un symptôme. Donc, euh, je vous ai parlé des maladies parce que c'est comme ça qu'on explique le décodage, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à comprendre. Mais une personne qui, par exemple, vivrait en permanence des situations de couple difficiles, pour nous, c'est comme un symptôme. C'est comme si la personne, elle devait vivre chroniquement la maladie de la séparation ou du sabotage du couple. Donc, en quoi c'est une solution d'être séparé du couple, de ne pas pouvoir être en couple? Et on va chercher cela dans la vie de la personne. On commence toujours en priorité dans la petite enfance, et puis la vie intra-utérine. Et tout naturellement, si on ne trouve pas dans ces deux pistes-là, on est amené vers les ancêtres. Et ensuite, dans la formation de décodage biologique, je vous l'ai dit, il y a la grille de lecture qui est le décodage, et puis il y a les techniques thérapeutiques. Et on va utiliser beaucoup de techniques qui vont mettre la personne dans son ressenti, ça c'est la technique de base. Mais si la personne nous emmène dans le transgénérationnel, eh bien, on va y aller. On va y aller avec elle. Elle va nous raconter, c'est l'histoire de ma grand-mère qui a été abusée par son frère. Ok, très bien. Alors, visualisez votre grand-mère, etc. Et puis là, on va prendre des techniques de PNL ou d'hypnose pour ceux qui connaissent, ou tout simplement regardez l'histoire et dites-moi ce que vous ressentez, ce que ça vous fait à l'intérieur. Je m'identifie à ma grand-mère qui vit cela, c'est terrible, je déteste mon grand-père. On fait des histoires de dialogue, du théâtre, de la mise en scène, avec toujours cet objectif que la personne relâche ses émotions. Ce que vous savez faire en fait en transgénérationnel. Maintenant, donc moi j'ai étudié et j'enseigne des techniques de transgénérationnel au service du décodage. Si on venait me consulter en me disant je veux faire une analyse transgénérationnelle, je serais bien embêtée parce que en toute honnêteté, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste qu'une analyse transgénérationnelle. Est-ce que c'est analyser tous les ancêtres ou j'imagine qu'on part toujours d'une problématique et on essaye de remonter dans les ancêtres pour voir trouver l'origine de la problématique. Euh, donc, c'est comme ça qu'on glisse du décodage au transgénérationnel. Maintenant, si on veut faire l'inverse, que une personne vient vous voir, vous, analyste en transgénérationnel, en vous disant, j'ai un cancer des ovaires, est-ce que vous pouvez m'aider en transgénérationnel? La difficulté, c'est que tout ne s'explique pas par le transgénérationnel. Parfois, c'est des histoires d'ancêtres, parfois pas. Dans les cancers, il y en a souvent. Euh, mais c'est que vous n'avez pas les codes biologiques. Euh, vous avez les codes familiaux, les systémies familiales, les émotions, mais qu'est-ce qui correspond à chaque organe? Eh bien, ça vous manque. Donc, il va manquer quelque chose. Et c'est pour ça que vous sentez peut-être une limite, une barrière. Donc, en tant qu'analyste transgénérationnelle, vous pouvez toujours venir faire les bases du décodage biologique, rien qu'avec les bases, sans même faire le reste, puisque vous possédez déjà les techniques transgénérationnelles, vous allez avoir énormément d'outils. Puisque quand on fait la formation, à chaque formation, qui est constituée de plusieurs modules, hein, elle mixe de la théorie et de la pratique dès le début. On met en pratique immédiatement ce qu'on apprend pour que la personne reparte avec des outils. Donc, à la fin des 6 modules de base, qui sont 6 modules de 3 jours, sauf le premier qui en fait que 2, eh bien, on se retrouve avec déjà une vingtaine d'outils pour aborder dans son ensemble tout le corps. Donc, c'est déjà génial. Tout le système digestif, tout le système respiratoire, toute la peau, le cerveau, enfin, on a déjà fait tout ça. Après, dans les spécialisations, on fait des zooms sur les tissus, etc. Mais c'est pour ça que la formation est assez longue. Et on apprend les outils de transgénérationnel, pas tous, hein. On apprend les outils qui vont servir au décodage, on apprend les outils de PNL qui vont servir au décodage, on apprend voilà, les outils thérapeutiques qui nous intéressent au service du décodage. Donc je crois que
j'aime bien le mot fraternel. Non, c'est génial de bosser ensemble. Si vous n'avez pas envie de faire la formation, il faut envoyer vers des décodeurs. Moi, si quelqu'un, par exemple, je donnais cet exemple de ce monsieur qui avait fait beaucoup d'analyses transgénérationnelles pour comprendre son accident. Bon, bah ça, c'était plus de l'ordre du décodage. Lui, il est allé le faire avec un analyse transgénérationnelle parce il est vraiment allé chercher le pourquoi du comment. Il s'était planté en moto ce jour-là. Il avait constaté qu'il y avait eu plein de drames à la même date dans sa famille. C'était toujours un 14 avril ou un 15 avril ou un 12 avril, toujours en avril, sur 3-4 générations. Donc, c'était assez fou son histoire. Mais ça, et il l'a fait voilà, avec un analyste. Et c'est très bien. Donc, fraternel, oui, j'aime bien. J'aime bien cette idée. Euh, question. Merci. Pardon, je vous ai interrompu. J'avais juste une question au niveau pratique par rapport à la formation en elle-même. Donc, Oui. thérapeute en décodage biologique, Mhm. quels sont les cycles à suivre? C'est uniquement les modules de base, les 6 premiers, ou c'est la totale? Et si oui, combien de temps ça prend plus ou moins? Alors, être thérapeute en décodage, vraiment thérapeute, psychobiothérapeute, c'est-à-dire apte à accompagner des maladies euh, graves avec des échéances. C'est surtout ça l'objectif ensuite. Donc, des cancers, des scléroses en plaques, des choses comme ça. Euh, eh bien, pour avoir ce niveau-là, il y a 3 niveaux à passer. On parle de niveau et non pas d'année parce que merci, au revoir. Parce que en fait, on a le temps de le faire. Certaines personnes prennent 5-6 ans pour faire tous les niveaux, d'autres vont très très vite parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont l'argent. Donc ça a un coût, ça demande du temps, c'est sur des week-ends. Par contre, on a découpé la formation en différents niveaux. Donc le premier niveau, c'est le niveau de base, ce qu'on appelle les biobases. Donc, c'est 6 modules de 3 jours, sauf le tout premier module qui, comme c'est un module de découverte, on le met sur 2 jours. 2 jours après quoi la personne décide si elle veut continuer ou pas. Donc, dans ce module de base, on va vraiment aborder tout ce que je vous ai raconté ce soir, mais avec plus de détails, c'est-à-dire comment la maladie se met en place, les conflits déclenchants, les conflits programmants, les histoires in utero, les conflits transgénérationnels, pourquoi ça touche tel ou tel organe, donc qu'est-ce qui va toucher le, le- la bouche, l'œsophage, l'estomac, le gros intestin, qu'est-ce qui va toucher les poumons, les bronches, les alvéoles, qu'est-ce qui va toucher, donc beaucoup d'informations quand même. Et à partir de là, une fois qu'on a fait les bases, eh bien, on est déjà capable d'accompagner des personnes sur des petits symptômes comme des eczémas, ce que j'appelle des petits symptômes, c'est des symptômes non pas petits parce qu'ils sont pas gênants, hein, mais petits parce qu'il n'y a pas d'échéance délicate, on va dire. Voilà, des tendinites, des choses comme ça. Voire même plus en réalité. On est capable d'aborder beaucoup de choses puisque dans les bases, on aborde la notion du cancer. On fait déjà quelques exercices pratiques à propos du cancer. Euh, donc ensuite, c'est de l'expérience qui va manquer. C'est pas tant de l'information, mais de l'expérience. Donc après, si vous êtes déjà thérapeute en quelque chose et que vous avez les bases, bien parfois les gens s'arrêtent là. Ils ont suffisamment d'informations pour mixer ce qu'ils veulent, ce qu'ils pratiquent déjà avec les bases et ça leur suffit. Parfois, ils veulent aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va manquer des choses. Donc, il y aura un deuxième niveau qui va être un zoom pour le coup. Autant on avait abordé le système digestif, le respiratoire, etc., d'une certaine manière, et comme si on avait survolé, on va dire, l'histoire. Et là, on va se poser vraiment. Donc, on va faire des modules par appareil. Un module sur l'appareil respiratoire et toutes les maladies, enfin toutes, et les maladies potentielles qu'on peut rencontrer à différents étages de l'appareil respiratoire. Un module sur l'appareil digestif, un module sur l'appareil gynéco, un module sur la peau et puis sur les yeux et les oreilles, un module sur la neurologie et sur l'endocrinologie, etc. Donc bref, par système. Et on va aborder
des maladies spécifiques comme la spondylarthrite ankylosante, la sclérose en plaques, donc des maladies spécifiques de respiratoires par exemple, donc les bronchiolites, la mucoviscidose, les maladies spécifiques digestives, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, les ulcères, etc. Donc on va vraiment être très complet et toujours avec encore plus d'outils pour être encore plus précis en termes de biologie et de lecture, parce qu'on est des Sherlock Holmes, hein. Donc c'est quel tissu? Ah, c'est les alvéoles, très bien, ça a commencé quand? Mais qu'est-ce que c'est dans les alvéoles? Est-ce que c'est une rigidification des parois ou est-ce que c'est au contraire une disparition des parois? Est-ce que c'est les alvéoles qui éclatent? C'est pas la même maladie, c'est pas le même conflit. Donc on va approfondir vraiment. Et puis il y a le troisième niveau qui est les stages spécifiques pour le coup à thème, où là on va aborder des thématiques justement de technicité d'accompagnement, comme un stage entier sur le transgénérationnel de 3 jours, dans lequel on va donner des outils au service du décodage. Un stage entier sur le projet sens, qui est le projet inconscient de nos parents au moment de notre conception. Donc, qu'est-ce qu'ils nous transmettent inconsciemment? Pourquoi est-ce qu'ils nous fabriquent, en gros? Quelle est la mission qu'on se trimballe et qui peut causer des maladies? On va faire un stage spécifique sur les conflits verrouillants qui verrouillent la guérison, qui empêchent la personne, malgré tout ce qu'on a déjà mis en place ou ce qu'elle a déjà mis en place avec d'autres techniques, de guérir, qui la met dans une chronicité, par exemple. Ou ce sont ces personnes qui disent: j'ai déjà vu tellement de thérapeutes, j'ai déjà fait tellement de thérapie et ça n'avance pas. On a un stage spécifique là-dessus, sur les verrouillants. Un stage spécifique sur les croyances, justement. Les croyances limitantes qui font que la personne, elle ne peut pas guérir. Un stage spécifique sur l'identité, qui est quelque chose de très important, sur, notamment dans les cancers et dans les maladies auto-immunes. Bref, on a des stages à thème comme ça, où on va offrir des outils spécifiques pour ces thématiques-là, qui se présentent très souvent, de manière à ce que la personne soit vraiment complète dans sa capacité d'accompagnement. En gros, l'idée, c'est de repartir avec une boîte à outils archi pleine de possibles et une super loupe pour pouvoir analyser la problématique. Donc à chaque niveau 2, niveau 3, je crois qu'il y a entre 5 à 7 modules à chaque fois de 3 jours ou 4 parfois, parce que bien sûr, il y a des supervisions. Plus on avance dans l'histoire et plus on devient exigeant en supervision et voilà. Donc tout le détail est donné sur le site de FPMD, voilà. Et, et le temps, eh bien, le temps, c'est le temps que vous voulez. Euh, les bases, en général, il y a un module par mois, donc ça se fait en 6 mois. Et puis, si vous voulez attendre un petit peu avant de faire le niveau 2, c'est possible. S'il y a un stage que vous manquez, c'est rattrapable une fois l'année d'après. Et voilà, j'ai des stagiaires qui ne travaillent pas, qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de temps, et donc ils enchaînent tout ce qu'ils peuvent à la suite, comme ça. Et puis d'autres, ce n'est pas une histoire de temps ni d'argent, c'est une histoire de temps d'intégration, qui ont besoin de faire l'expérience, puisqu'on va vous encourager à pratiquer très vite. Voilà. Si vous n'êtes pas thérapeute, on va vous encourager à pratiquer quand même avec les autres stagiaires, etc. Et dès la validation du deuxième niveau, vous serez validé, soutenu par l'école pour pratiquer, pour vous installer. Si vous êtes déjà thérapeute, vous faites bien ce que vous voulez. Vous pouvez mettre en pratique immédiatement avec vos patients les techniques apprises. C'est OK. Voilà, je crois que j'ai répondu. Pourquoi n'y a-t-il aucune prise en charge? Eh bien, parce que nous sommes en France et que en France, beaucoup de thérapies qui existent, qui sont tout à fait intéressantes, n'intéressent pas nos- notre État français et les prises en charge quelconques des formateurs. Donc, il y a autrefois, nous étions un organisme de formation agréé, puis ça a été de plus en plus compliqué de maintenir
l'agrément de manière administrative. Et puis surtout, voilà, ce genre de technique n'a pas le vent en poupe en France, alors qu'il l'a dans bien d'autres pays. C'est pour ça qu'on est internationaux. On intervient au Liban, en Amérique latine, en Espagne, aux États-Unis, bientôt au Canada, peut-être en Angleterre, en Russie, j'allais oublier la Russie. Donc, dans des pays où finalement la les gens comptent moins sur la médecine ou ne peuvent pas parce que ça coûte trop cher et se tournent plus naturellement vers d'autres techniques. En France, il y a cette omniprésence de la médecine qui est fantastique. Encore une fois, on continue de collaborer avec les médecins parce qu'ils font un excellent travail d'accompagnement médical, de reconstruction, etc. Mais c'est pas pris en charge par rien du tout. Donc, Heu, on accepte le jeu, ou pas. Est-ce qu'on peut s'installer juste avec le premier cycle? C'est limite, c'est un peu léger. Il va vous manquer des outils et en réalité, vous faites bien encore une fois ce que vous pouvez ce que vous voulez, mais la seule différence, c'est que, l'école ne vous enverra pas, des patients en disant, «Lui, c'est garanti et ou elle a ce qu'il faut, pour travailler», puisqu'on sait qu'il va manquer quelque chose. Si vous n'êtes pas déjà thérapeute par ailleurs, hein. Si vous êtes déjà thérapeute par ailleurs, bien, on a confiance dans le fait que vous avez d'autres techniques thérapeutiques et que ça se combine, très bien et que donc on estime que c'est suffisant, pour faire du bon travail. Hem, Néanmoins, comment vous dire? Donc il y a les 3 niveaux. Le premier, c'est conseiller, où on estime que vous pouvez parler du décodage biologique, parler autour de vous, parler aux gens, pourquoi pas faire des petites séances, même on vous encourage à faire des séances. Donc par exemple un kiné, un ostéo qui est conseillé, c'est facile pour lui pendant qu'il manipule, il parle de décodage, il décode même. Le deuxième niveau, c'est accompagnateur. Accompagnateur, voilà, il est capable d'accompagner beaucoup, beaucoup de maladies. Il sera limité, en termes surtout d'expérience, c'est d'heures de route, en fait. Quand je dis d'expérience, c'est d'heures de thérapie pour accompagner, efficacement, des maladies, avec des échéances, dans le temps. C'est là qu'on a besoin d'être plus efficace et plus rapide peut-être, bien que, bah, parfois, on ne peut rien faire, mais voilà, donc sclérose en plaques, cancer, et autres maladies, graves comme ça. Donc là, on va orienter ces patients-là vers des psychobiothérapeutes, donc les thérapeutes de niveau 3 qu'on estime, qu'on a validés suite à leur, niveau de compétence bien sûr, mais surtout l'expérience acquise. Et c'est pour ça que parfois les gens font tous les niveaux aussi, mais ils sont pas validés à la même vitesse. Il y a des gens qui atteignent un niveau de psychobiothérapeute, rapidement parce qu'ils ont l'occasion de beaucoup s'entraîner, de beaucoup recevoir de gens et ils arrivent à maturer, leur pratique rapidement et d'autres qui prennent plus de temps et c'est pas important, c'est OK. Pour nous, un bon thérapeute, c'est pas forcément un bon thérapeute, c'est pas un thérapeute qui se forme en 3 ans ou 2 ans. C'est quelqu'un qui prend le temps dont il a besoin. Oui, c'est dommage que ce soit pas pris en charge, Henri, je suis d'accord. Sur ce, je vais, vous souhaiter une excellente soirée à tous. J'étais vraiment ravie d'être avec vous et puis sachez que cette conférence sera, je crois réentendable, sur le site. Hem, voilà, David va s'occuper de mettre le lien en ligne. Et donc, si d'autres personnes qui n'ont pas pu être là ce soir, sont intéressées et que vous connaissiez, eh bien, vous pouvez toujours leur transmettre le lien.